propose de commencer. Donc, je suis le docteur Kevin Chevalier, je suis docteur junior en médecine interne en Île-de-France et aujourd'hui, on va parler donc de médecine interne en forme d'une masterclass. Donc, le but de la masterclass, c'est de réviser les principaux items de la spécialité sous format court, rapide et simple. C'est aussi le moment d'échanger avec vous. Donc, si vous avez la moindre question, ne faut pas hésiter à la poser, je suis là pour y répondre. Et sans plus tarder, nous sommes partis. Nous allons voir dans cette masterclass 3 grandes parties. La première grande partie va concerner la fièvre et l'immunité. La deuxième partie se concentrera sur le gros du programme, c'est-à-dire les maladies auto-immunes et systémiques. Et la dernière partie s'intéressera aux anomalies de l'hémogramme, notamment les cytopénies auto-immunes. Pour la première partie, nous allons traiter 4 items, la réaction inflammatoire, la fièvre prolongée, le déficit immunitaire et la fièvre chez le sujet immunodéprimé. Commençons par l'inflammation. Vous avez ici, de façon assez brève, sur ce tableau, les protéines dites positives de l'inflammation et les protéines dites négatives de l'inflammation. Les protéines positives de l'inflammation vont donc augmenter en cas d'inflammation avec des cinétiques et des temporalités distinctes. On retrouve la CRP pour C-réactive protéine, l'aptoglobine, le fibrinogène, la protéine SAA, le rosomucoïde, la fraction C3 du complément. Les deux protéines vont-elles baisser en cas d'inflammation? Elles sont donc dites négatives. Ce sont la transférine et l'albumine. Qui dit réaction inflammatoire dit que je vous parle d'un examen qui s'appelle l'électrophorèse des protéines sériques. Cet examen a pour but d'analyser l'ensemble des protéines ou la quasi-totalité des protéines présentes dans le sérum d'un patient. Pour cela, on va prendre les protéines du sérum du dit patient. On va les dénaturer, c'est-à-dire qu'on va leur faire perdre leur conformation quaternaire et les charger négativement, puis les faire migrer sur un banc de migration du moins vers le plus, et ceci à travers un gel qu'on appelle un gel d'agarose, qui sont en fait comme des mailles de filet, dont les mailles seraient de plus en plus étroites. On va ainsi séparer les protéines selon leur taille moléculaire et leur conformation. On va définir 6 domaines différents. Le premier domaine, c'est l'albumine. L'albumine correspond à la grande majorité des protéines circulantes, plus de 60%. Elle peut être abaissée dans 3 grandes situations. La première grande situation, c'est le défaut d'apport. C'est donc la dénutrition. C'est pour cela que l'albumine est utilisée pour définir une dénutrition sévère dans l'HAS. La deuxième situation dans laquelle l'albumine est diminuée, c'est le défaut de synthèse. Et donc l'ensemble des protéines du corps humain est synthétisé par le foie, et donc l'hypolvénémie secondaire à un défaut de synthèse se retrouvera dans 2 situations. L'insuffisance hépatique, où le foie ne pourra plus produire de protéines parce qu'il ne marche plus, et l'inflammation chronique, pendant laquelle le foie va privilégier la synthèse de protéines qui ont un rôle dans l'inflammation, dans la défense immunitaire, donc CRP, protéines SAA, compléments, aptoglobine, rosomucoïde, etc., au détriment des protéines qui n'ont pas de rôle dans la défense immunitaire, voire qui sont délétères. C'est le cas de l'albumine et de la transférine. Troisième situation, si ce n'est pas un défaut d'apport ou un défaut de synthèse, c'est un excès de perte. Et la perte des protéines peut se faire par quel moyen? Premièrement par les urines, et c'est ce qu'on retrouvera dans les syndromes glomérulaires, notamment de rang néphrotique. Mais si c'est pas les urines, eh ben c'est par les selles, et dans ces cas-là, on peut avoir une perte digestive de protéines, c'est le cas des diarrhées exsudatives. Une troisième situation existe, mais elle est relativement facile à diagnostiquer, c'est les grands brûlés, avec, dans ce cadre, la perte de la barrière cutanée, donc une fuite capillaire de l'albumine. Le deuxième pic, c'est l'alpha-1 qui correspond à l'orosomucoïde. L'orosomucoïde est une protéine positive de l'inflammation. Donc une augmentation du contingent alpha-1 vous signe une inflammation. L'alpha-2 correspond à l'aptoglobine, qui est elle aussi augmentée en cas d'inflammation. Donc de la même façon, une hyper-alpha-2 témoigne d'une inflammation.
Le quatrième pic, β1, correspond à la transférine et la CRP. Ce pic est stable en cas d'inflammation. En effet, la transférine diminue avec l'inflammation et la CRP augmente. Donc la résultante fait que ça ne bouge pas. Le cinquième pic, β2, comprend notamment les IgA et le pic gamma comprend les IgG et IgM. Et c'est en fait l'existence d'IgA en β2 qui vous explique une donnée biologique qu'on retrouve dans la cirrhose, qui est le bloc bêta-gamma. En effet, qu'est-ce que la cirrhose? La cirrhose correspond au fait que votre foie, qui normalement est spongieux, qui est tout mou, va devenir dur, rigide, parce qu'il a subi des risques d'inflammation fibrose. Le fait qu'il devienne dur, rigide comme ça, va avoir deux conséquences majeures. La première est l'insuffisance hépatique. Le foie ne fonctionne plus, avec comme témoin biologique une baisse de l'albumine, une baisse du TP, une augmentation de la bilirubine conjuguée. Et sur le plan clinique, on retrouvera le fétor hépaticus, c'est-à-dire la veine pomeranaise, qui est une veine cétosique, un flapping tremor astericis, une encéphalopathie hépatique dans lesquelles est plus évoluée, une leuco-onychie, une érythrose palmoplantaire et des angiomes stellaires. L'autre aspect de la cirrhose, c'est l'aspect bloc, c'est-à-dire que le foie qui devient rigide va comprimer les veines intrahépatiques, empêchant le sang de remonter par le foie. L'ensemble du sang veineux portal va donc être dérivé dans le système veineux cave, ce qui va engendrer une dilatation des anastomoses porte-cave, varices œsophagiennes, varices hémorroïdaires, reperméabilisation de la veine ombilicale avec un aspect en tête de méduse périombilicale, dilatation veineuse thoracique, précollatérale thoracique. Mais encore, on va avoir une augmentation de la taille de la rate qui va se gorger de sang et de l'acide et parfois des éléments inférieurs. Comprenez bien que si le sang ne peut plus remonter par le système porte, le sang va stagner dans le système porte. Il va notamment stagner au niveau du tube digestif, en vous rappelant que le but du système porte, c'est de drainer le tube digestif pour ramener les nutriments au foie et à l'ensemble du corps. On va avoir ainsi des muqueuses digestifs hypervascularisés, avec un risque de saignement, ce qui explique pourquoi les patients cirrhotiques saignent, et deux, un risque de translocation bactérienne, plus important. Or, le corps n'aime pas tellement que des bactéries rentrent en lui, et donc il va essayer de se défendre. Et pour se défendre, il va sécréter des immunoglobulines, notamment les immunoglobulines qui défendent les muqueuses, que sont les IgA. Les IgA existent sous deux formes, comme je viens de vous le dessiner, une forme monomérique, une forme dimérique. Qui dit deux formes, dit deux poids. Donc si on prend le contingent β2 qui est ici, ce contingent va augmenter en hauteur, j'ai plus d'IgA, mais aussi en largeur, parce que mes IgA sont de deux poids différents, et vont donc s'étaler sur le banc de migration, au point qu'on va en fait combler l'espace entre β2 et gamma pour ne former qu'un seul bloc, le bloc β-gamma. Est-ce que vous avez des questions? Ok. Vous retrouvez ici les différents aspects d'électrophorèse des protéines sériques que vous pouvez avoir à l'EDN. Donc, je vous laisserai bien sûr les diapos et les consulter, bien entendu. Et je vous ai mis un tableau qui récapitule l'ensemble des causes de diminution, augmentation de toutes les sections de l'électrophorèse des protéines sériques. Deuxième item, la fièvre prolongée. Une fièvre prolongée, elle est définie par la température à plus de 38 degrés à plusieurs reprises depuis une durée d'au moins 3 semaines. Elle est dite d'origine indéterminée si elle associe l'absence de diagnostic après des investigations appropriées réalisées soit en 3 jours d'hospitalisation ou plus, soit au cours de 3 consultations ou plus. Devant une fièvre prolongée, les examens ou en tout cas ce qu'il faut réaliser, c'est bien sûr un interrogatoire complet, notamment sur les antécédents,
les expositions animales, les hobbies, les voyages, les facteurs de risque. Il y a un examen physique complet qui doit être répété. Il a été démontré que plus on répétait l'examen physique, plus on retrouvait l'anomalie qui donne le diagnostic. Les examens biologiques minimaux sont une NFS plaquette, la coagulation, la CRP, le iono-urécréate CPK-LDH, une hydrophorèse des protéines sériques, comme je viens de vous le décrire, et on fait en général les facteurs antinucléaires et les facteurs rhumatoïdes. On y ajoute systématiquement au moins 3 paires d'hémocultures, un ECBU si l'eau, la patiente a des signes fonctionnels urinaires ou est en incapacité de le décrire, les sérologies virales qui donnent un syndrome mononucléosidique, donc EBV, CMV, VIH, et on facilite un IDR ou un quantiféron pour rechercher la tuberculose. L'examen morphologique clé est aujourd'hui le TDM TAP. On ne fait plus la combinaison radiographie pulmonaire et échographie abdominopelvien. On fait d'emblée un TDM thoraco-abdominopelvien. Mais quelles sont les causes de ces fièvres prolongées? Vous avez 3 grandes causes. La première est infectieuse, bien entendu, avec 2 causes bactériennes majeures qui donnent des fièvres prolongées, l'endocardite, la tuberculose, mais on pourrait rajouter par exemple la spondylodicite sans aucun problème. Dans les causes virales, vous retrouvez celles qui donnent un syndrome mononucléosidique, c'est-à-dire CMV, EBV, VIH. Éventuellement, on pourra rajouter sur le côté parasitaire la toxoplasmose. Ce sont les grandes causes de fièvre prolongée. La deuxième grande cause, c'est les cancers, notamment les cancers hématologiques et en premier lieu le lymphome. Le lymphome donne souvent un tableau proche de l'endocardite et de la tuberculose, à savoir fièvre, sueur nocturne et AEG. Enfin, la troisième grande catégorie sont les maladies inflammatoires non infectieuses, appelées les maladies de système, si chères à ma profession, avec les connectivites, les vascularites, les granulomatoses comme le syndrome de Löfgren, par exemple, dont on reparlera, les fièvres auto-inflammatoires, qui ne sont pas au programme de l'EDN, ou les rhumatismes inflammatoires. Et après, il y a plein d'autres causes, comme les endocrinopathies, notamment l'hyperthyroïdie, le phéochromocytome qui peut donner une fièvre, les maladies thromboemboliques veineuses, qui donnent un fébricule ou une fièvre de faible température, les hématomes profonds ou les médicaments. Et voilà ce que je voulais vous dire sur cet item. Il ne faut pas en savoir plus. Est-ce que vous avez des questions? Ok. Alors, passons à un chapitre un peu plus costaud, les déficits immunitaires. Pour rechercher, alors il y a plusieurs causes, hein, Jean, David, il y a notamment l'APR, pardon. En fait, le facteur rhumatoïde est associé à beaucoup de maladies auto-immunes, comme la cryo, par exemple, ou est un signe d'endocardite, ou de virus, avec des virémies prolongées, type VHC, VIH, etc. Donc, qu'est-ce qu'un déficit immunitaire? Un déficit immunitaire, c'est défini comme un défaut quantitatif ou fonctionnel d'au moins une des composantes du système immunitaire. Vous en avez 4 principales, auxquelles on en rajoutera une 5e. Ces 4 composantes sont l'immunité innée, polynucléotrophile PNN, macrophage, le complément, l'immunité adaptive humorale, l'immunité adaptative cellulaire et on pourra rajouter la splénie. Le déficit immunitaire, il survient sur un terrain souvent particulier, avec un antécédent familial de déficit immunitaire ou de la consanguinité. Une grande partie d'entre eux sont à transmission autosomique récessive, donc vous trouvez souvent de la consanguinité. Les signes cliniques se répartissent sur 3 catégories d'atteintes qui correspondent aux 3 grands rôles du système immunitaire. Première atteinte, l'infection, qui correspond au rôle de défense contre